Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur la première. Je suis ravie de vous retrouver. Voici les titres de votre journal. La loi sur l'obligation vaccinale dans certaines entreprises impose aux salariés de se faire vacciner avant le 26 octobre sous peine d'une amende de 175 000 francs. Comment cela se passe? Illustration dans une grande société de papeterie. Nous serons aussi à Amouria. L'île a enregistré 32 décès en l'espace d'un mois, 28 rien qu'à l'hôpital de Afriaïtou. La tension est redescendue depuis d'un cran, mais le personnel reste prudent. Vous allez le voir. Les renforts sanitaires ont beaucoup soulagé le personnel du Taoné depuis leur arrivée, mais la tension reste palpable. Comme chaque vendredi, nous serons en direct des urgences du CHT du Taoné avec Inacio Reveino et son invité. À tout à l'heure, Inacio. Comment évacuer une victime du haut d'une cascade? Les pompiers de métropole affectés à la caserne de Tevayuta en renfort nous invitent à un exercice grandeur nature au cœur de Vaipai. Enfin, pour terminer, la journée mondiale de prévention du suicide. Malgré la crise sanitaire et le confinement, l'association polynésienne ne baisse pas les bras. Et nous ouvrons l'actualité donc avec l'actualité sanitaire. Vous le savez, la loi de pays sur l'obligation vaccinale publiée le 26 août dernier au journal officiel accorde 2 mois aux entreprises pour informer leurs salariés. Le temps également pour les employés de se faire vacciner. Illustration dans une grande société à Papeete avec Ismaël Tahiata et Rohan Boto. Les chantiers, ils en connaissent un rayon. Installer des climatisations, un réseau électrique ou une centrale photovoltaïque, c'est leur domaine. Ils assurent l'exploitation et surtout la maintenance des installations. Leur corps de métier est directement concerné par l'obligation vaccinale. On essaye de convaincre nos salariés de l'intérêt de se vacciner, en espérant que pendant les 2 mois, puisqu'ils ont 2 mois pour se mettre en conformité à la loi, on se retrouve dans une situation de vaccination maximale. Informer, proposer, mais en aucun cas obliger, des dispositions ont été mises en place par les dirigeants pour favoriser le passage à l'acte. Si nous avons un rendez-vous pour un vaccin, il nous laisse aller sur notre temps de travail, rémunéré par lui, mais avec un justificatif que ce jour et telle heure, le vaccin a été fait. 250 employés travaillent dans cette société. 70% d'entre eux sont vaccinés. Ici, ils ne sont ni pour ni contre cette obligation. J'ai envie d'aller me vacciner maintenant, vu la loi qui s'est passée. Ce n'est pas à cause de la loi que moi je vais me vacciner, c'est à cause de mon travail. Pour qu'on m'emmène dans les îles, voilà. C'est à cause de ça. Ok, si tu n'es pas vacciné, tu ne peux pas y aller. Hein? Voilà, je ne peux pas partir dans les îles et ça me posera des problèmes. Rien que dans mon service, il y en a qui l'ont eu. Donc après la maladie, ils se sont, je veux me faire vacciner. Ils attendent les 2 mois de délai pour pouvoir les vacciner. J'en ai qui sont indécis, qui étaient non au début, mais qui commencent à être indécis. Donc on en discute parce qu'ils ne comprennent pas réellement à quoi le vaccin peut servir et ce qu'il y a à l'intérieur. Le drame et la situation sanitaire récente a poussé les gens, a motivé les gens à se vacciner. Donc les taux ont bien avancé depuis. Il y a encore un effort à faire. Il y a encore quelques personnes qui ont des craintes. Il va falloir les rassurer. Beaucoup considèrent que l'application de cette loi de pays est trop soudaine et brutale et qu'elle met en péril les fondamentaux même de la devise républicaine liberté, égalité, fraternité. Mais en période de pandémie, le pays prend les décisions qui s'imposent, même si au final, les tenants et aboutissants de cette loi ne sont pas clairs. Il n'est strictement rien prévu lorsque une personne concernée par l'obligation vaccinale refuse de se faire vacciner. Il n'est rien prévu comme modalité, notamment peut-être de suspension du contrat de travail, comme c'est prévu en métropole pour éviter la rupture du contrat. Plusieurs recours ont été déposés. L'un d'eux a notamment permis aux personnes en longue maladie de faire fi de la loi sur l'obligation vaccinale, du moins pour l'instant. Voilà, vous venez de l'entendre, l'obligation vaccinale reste suspendue pour les patients détenteurs d'un carnet rouge. Ils sont 46 000 Polynésiens en longue maladie. Et sur l'île Sœur, la tension est redescendue après un mois difficile pour les familles qui ont perdu leurs proches. L'île a déploré 32 morts, 28 rien qu'à l'hôpital de Afriaïtou. Mais le personnel soignant reste en alerte car la situation peut très vite se compliquer. Le point avec Hedi Enko et Eva Rapoto.
Ils ne sont plus que 17 patients hospitalisés en raison du Covid à Moorea. La tension a baissé d'un cran depuis aujourd'hui. Actuellement, donc, on a beaucoup moins de passages d'ambulances. À un moment, c'était en permanence, tout le temps, jour et nuit. Donc là, c'est beaucoup moins fréquent. Dans l'hôpital, on a beaucoup moins de patients. Donc on a eu à un moment 23, 24, 25 patients Covid. Là, il y en a plus que 15 aujourd'hui. Il y a encore quand même 3 personnes qui sont en situation très critique aujourd'hui dans l'hôpital. Et heureusement, nous avons pu les transférer hier, une personne pour la première fois en réanimation. Dans l'aile réservée aux cas graves, reconnaissables aux habits de protection portés par les soignants, ils ne sont plus que 3. Les autres cas considérés moins graves sont logés sous un chapiteau avec un apport permanent en oxygène, dont le remplissage est assuré depuis ce matin par les militaires de la protection civile arrivés mardi. Depuis le mois d'août jusqu'à maintenant, au mois de septembre, une trentaine de personnes sont décédées. Nous essayons de gérer cette crise au mieux. Avec le docteur Biarez, nous nous réunissons une fois par semaine au sein du PCS pour faire le point. Nous avons constaté une baisse ces derniers jours. Ce n'est pas comme au début où le nombre de cas augmentait chaque jour. Aujourd'hui, ça baisse lentement. Au PC de crise auquel a assisté le haut-commissaire, on constate un léger mieux, mais on reste vigilant pour le moment. Juste en face au centre d'isolement Covid, ici aussi, il y a moins de résidents depuis 2 jours. Alors là, maintenant, on est 4 et on se sent bien, on est bien protégé, on mange bien. Hamaruru le Tavana, et ainsi que le commissaire aussi. Et puis spécialement Tante Piarez, avec tous ces infirmières et les infirmiers. C'était un grand chapeau. Et j'appelle aussi la population, faut pas rester à la maison si vous avez le Covid. Venez, vous êtes bien accueillis, on manque de rien, c'est grâce à eux. L'hôpital et ses équipes de soignants, ces héros qui ont su tenir malgré la maladie et certaines critiques. Et quand on leur demande comment ils ont vécu ce pic le mois dernier, le personnel plein d'émotions préfère parler des patients, de l'organisation, plutôt que de leur situation personnelle. Nous avons augmenté la capacité de lits dans notre hôpital. On a doublé le nombre de lits, voilà. Ça veut dire que votre travail a doublé aussi, voire triplé? Tout à fait. Et puis on a essayé de mettre plus de personnel au niveau des équipes, c'est-à-dire aux urgences par exemple, nous avons 2 infirmiers qui travaillent tous les jours, de jour comme de nuit. En hospitalisation Covid, nous avons 2 personnels aussi. Et sous le chapiteau, qui est une zone Covid aussi, nous avons 2 personnels aussi. Pour les aider à poser des mots sur cette expérience, des psychologues sont arrivés de l'Hexagone et seront à leur écoute. L'hôpital de Moorea déplore 28 décès depuis le 5 août. Et l'île de Maïa n'est pas oubliée. Une mission de vaccination est prévue le 29 septembre pour ceux qui attendent leur 2e injection. Et en Polynésie, le bilan Covid du jour n'est guère rassurant puisque la Polynésie déplore 13 nouveaux décès ces dernières 24 heures. 244 patients sont actuellement hospitalisés à Taoné, dont 51 en réanimation. À ce jour, près de 124 300 Polynésiens sont complètement vaccinés. Sans plus attendre, comme chaque vendredi, nous rejoignons en direct des urgences Inacio Ravino et son invité, Tony Tekua Taua. Inacio, on voit que le nombre d'hospitalisations est en légère baisse. Est-ce que cela se ressent aux urgences ? Une autre observation, Chiquita, c'est que depuis 1h30 que nous sommes ici et nous avons croisé que 2 ambulances. Est-ce que, justement, je vais me tourner vers le docteur Tony Tekua Taua, chef du service des urgences, est-ce que le fait qu'il y a moins d'ambulances qui arrivent depuis 1h30 qu'on est ici reflète justement la situation aux urgences ? Oui, on peut clairement dire que la situation s'est quand même ralentie au niveau des urgences. Alors ça commence toujours de la même façon, ça se ralentit au niveau de l'appel du 15 au SAMU, puis au niveau des urgences, ensuite c'est l'hospitalisation. Donc effectivement, nous en tout cas on note une inversion des flux
entre le Covid et le non-Covid, où il faudra aussi rester vigilant parce qu'il y a une activité non-Covid qui va remonter, et certainement peut-être aussi avec l'arrêt du confinement, donc, enfin, ou pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, il faut rester vigilant aussi à des rebonds épidémiques. Mais on note clairement une réinversion des flux. On avait connu une inversion des flux à la fin du mois de juillet ou début du mois d'août, et là, on revient sur une situation plus normale. Justement, vous parliez du confinement. Est-ce qu'à la fin de ce dit confinement, vous ne craignez pas une reflambée, on va le dire comme ça, du Covid ? C'est difficile à dire. C'est sûr que avec la vaccination, avec aussi l'œuvre du virus et l'immunité collective atteinte aussi par la maladie, probablement que la pression sera moins forte. Mais on peut craindre effectivement une petite remontée épidémique, mais qu'on sera probablement certainement en capacité d'encaisser compte tenu de l'expérience qu'on a eue ce dernier mois. 244 hospitalisations en Polynésie, dans 150 au CHPF de Taoné. Du coup, on peut soigner tout le monde. Que ce soit Covid, non-Covid. Oui, bien sûr, on accueille tout le monde. Alors c'est sûr qu'il y a une tension hospitalière qui est manifeste, il y a une tension aux urgences qui a été évidente, et l'hospitalisation actuellement sur le Covid non réanimatoire effectivement diminue de jour en jour. On a réussi à libérer quelques services pour le non-Covid, parce que là on commence à avoir des problèmes sur le non-Covid et sur le capacitaire non-Covid. Après, il reste toujours cette problématique de saturation réanimatoire qui pose problème, mais qui est évidemment normale, puisque c'est toujours au bout de 3 semaines qu'on voit encore les effets. On a l'impression qu'on est arrivé à une espèce de stade où on est sur un plateau épidémique. Les chiffres commencent à baisser, sauf ceux de la vaccination qui continuent à augmenter. Bon, sur une pente un peu plus douce, mais ça continue encore à augmenter. Est-ce que ça a permis un retour d'expérience que vous pouvez faire partager avec nos voisins du Pacifique calédonien d'ailleurs? Oui, alors on a déjà commencé à échanger avec eux à tous les niveaux d'ailleurs sur les problématiques qu'on a pu encaisser, notamment sur l'oxygène, notamment sur l'afflux massif aux urgences et sur tous les curseurs qu'on a poussés, que ce soit aux urgences, en hospitalisation, en réanimation. L'idée effectivement dans la stratégie, c'est toujours de faire un confinement, ce qu'ils ont fait, d'augmenter le capacitaire, voilà, et puis après de pouvoir éventuellement évassaner des patients pour libérer le capacitaire réanimatoire. Pour terminer, malgré cette accalmie, il faut rester vigilant. Toujours vigilant et toujours bienveillant vis-à-vis de la population. C'est-à-dire plus précisément au service des urgences? Toujours au service d'urgence, au niveau de l'hôpital, on est vigilant parce que on est un petit peu un réseau sentinelle aux urgences. On voit les flambées épidémiques, un peu comme tous les services d'accueil d'ailleurs, notamment dans les îles, que ce soit Moorea, Reatea ou éventuellement Travo. Mais effectivement, on est ce réseau sentinelle de vigilance. Vous nous parliez aussi d'un travail en commun avec donc le CHPF du coup et les cliniques aussi de Papeete. Bien sûr, on a vu, et c'est plutôt une fierté, que tous les soignants se sont mis au service du pays pour gérer cette crise. On peut se féliciter quand même, on peut féliciter les soignants, les institutions, tous les gens qui ont œuvré pour qu'on encaisse. Parce qu'on a encaissé, ça a été difficile, on l'a encaissé, on est sur effectivement une défervescence et c'est tant mieux. Merci beaucoup, Taoté Tonité Kouataoua, d'avoir accepté notre invitation. Voilà donc, Chiquita, ce que l'on peut dire par rapport au service des urgences. Un service donc où la pression au niveau des patients Covid est bien retombée, mais qui reste vigilant par rapport à cette crise sanitaire. Ignacio Raveino et Patrick Tsinsing, merci pour ce point en direct donc des urgences du CHT du Taoné. Et ce sera aussi la dernière fois que nous y serons. Nous remercions la direction de l'hôpital de nous avoir permis ce rendez-vous chaque vendredi. Maruru. Et pour soulager les pompiers sursollicités ces dernières semaines, 44 sapeurs-pompiers militaires de la sécurité civile sont arrivés de métropole le week-end dernier. Ils ont été répartis dans les communes. Nous avons suivi 5 d'entre eux affectés à la caserne de Tevayuta. Entre 2 interventions, polynésiens et métropolitains ont échangé le technique de secours. Sandro Liehiro, Terurotua. Perché au-dessus de la cascade, l'entraînement d'aujourd'hui consiste à descendre en rappel le long de la paroi une touriste avec une fracture au bras droit. La formation est commune et les techniques sont identiques. Et l'objectif est de descendre cette personne en prenant un maximum de précautions. C'est pour ça que vous voyez un sauveteur qui descend exactement à la même vitesse que cette victime. Il y a une technique particulière? Il y a une technique particulière, c'est une évacuation qui est quand même assez compliquée. Vous voyez, c'est par le biais d'une cascade. Donc les équipes, on va dire conventionnelles, ne pourraient pas forcément utiliser ces techniques parce qu'elles n'ont pas cette connaissance. Nous sommes au parc Waipahi à Papeari, un site magnifique pour l'entraînement de ces soldats du feu venus tout droit de l'Hexagone.
En France, ils s'entraînent intensément une fois par mois dans un site naturel. En tant que sapeur-pompier venant de la métropole, qui venons en renfort sur votre île, c'est une chance de pouvoir échanger. Nous, on apporte des choses, mais là, pour le coup, c'est nous qui découvrons le cadre idyllique de l'île. Une rencontre d'échange sur la pratique est bénéfique pour ces hommes, souvent confrontés à des situations difficiles. Cette chance que nous avons aujourd'hui, ça veut dire qu'avec les campons, les compétences que certains ont sur la métropole, d'échanger cette compétence avec les pompiers de Polynésie. En temps normal, ils effectuent 3 interventions par jour pour 10 365 habitants répartis sur 15 km. Depuis la montée de la pandémie, ils interviennent 17 fois par jour pour des cas Covid, mais il y a aussi des accidents sur la voie publique, secourir les femmes enceintes, éteindre les feux urbains ou de brousse, ou bien porter secours en mer ou en montagne. Les 5 soldats du feu métropolitain sont complètement pris en charge par la commune de Tevayuta, repas et logement compris. Exceptionnellement aujourd'hui, c'est eux qui préparent le déjeuner, un matriti, une façon aussi de découvrir l'art de vivre en Polynésie. Ouais. Mais en tout cas, c'est super bon. Si vous avez l'occasion d'en goûter, oh là là, c'est un délice. Voilà qui nous ouvre un peu l'appétit. Un point sur la situation du Delta en Nouvelle-Calédonie. Le gouvernement a décidé de prolonger le confinement. Le Caillou compte 48 cas nouveaux, 265 cas actifs pour le moment, à 26 hospitalisations, dont 4 patients en réanimation. Un confinement prolongé donc pour la Calédonie. Un rappel de vaccins pour les plus de 65 ans. Des drives de dépistage seront également installés dans les centres de soins dédiés uniquement aux personnes ayant des symptômes. Voilà qui referme ce chapitre santé. Ce qui ne doit pas nous faire oublier la journée mondiale de prévention du suicide. En plein confinement, les actions d'aide sont limitées. La situation de confinement agit comme un amplificateur des problématiques, affirme Nathalie Colin-Fagotin, psychologue. Mais l'association SOS Suicide ne baisse pas les bras pour autant. Elle continue d'alerter, d'informer. Rohan Potourou et Jérôme Lee. Aider un adolescent à sortir de son mal-être, c'est le combat auquel les parents sont confrontés aujourd'hui. Pour Nathalie, psychologue de la famille, l'accompagnement parental est très important dans ce domaine. Détecter les signaux d'alerte en amont permettent de freiner considérablement le passage à l'acte suicidaire. Souvent, quand on a la possibilité de pouvoir poser, exprimer sa souffrance, eh bien, ça aide déjà beaucoup à aller mieux et d'être accompagné par un professionnel neutre, extérieur, à qui on va pouvoir dire finalement ce qu'on a sur le cœur sans avoir de crainte d'être jugé, sans avoir de crainte d'être mal vu, ou peut-être aussi que ça se sache, par exemple dans le milieu familial, eh bien, ça soulage, ça apaise déjà beaucoup d'angoisse et en soi déjà ça aide beaucoup. Puis ensuite on mettra comme un plan d'action avec l'entourage pour se donner le maximum de chances d'éviter l'acte suicidaire. Et au niveau de cette dynamique d'aide aux personnes en souffrance, l'association SOS Suicide n'est pas en reste. 20 ans après, on retrouve toujours des membres très actifs. Jean est un exemple dans son rôle de père aidant. Mon objectif, c'est de leur montrer que la solution à leur problème, ce n'est pas la mort. Et j'apporte les éléments pour dire que la vie mérite d'être vécue. La vie est là pour t'apporter du bien-être et régler le mal-être. À l'heure actuelle, on enregistre 36 suicides par an au Fénois, ce qui représente 20 familles endeuillées au total. L'association tente de les aider depuis quelques temps, mais non sans difficulté. Avant, les gendarmes, la police nationale leur demandaient qui c'est le référent de la famille que l'association peut contacter pour mettre en place un groupe d'endeuillés d'aide pour les endeuillés par suicide. Depuis 2 ans, il n'y a plus cette cellule. J'espère, j'ose espérer qu'après, dans quelques temps, le monsieur en question, le procureur, je le dis, et il va avoir pitié de l'association et des familles polynésiennes qui ne réagissent pas comme les familles métropolitaines. À noter que jeudi prochain, une visioconférence sera organisée sur la plateforme Family Psy pour aider les familles à comprendre le mal-être de leurs adolescents et leur proposer les mesures d'accompagnement.
Un peu d'optimisme maintenant avec la continuité pédagogique qui rentre dans les habitudes. Même à aux îles sous le vent, enseignants et professeurs assurent les cours à distance, à quelques exceptions. Et c'est peut-être une spécificité de l'île. Ils n'hésitent pas à se rendre chez l'élève lorsque celui-ci n'a pas de connexion Internet. On voit cela avec notre correspondant Hitimanaki. Il a fallu s'organiser pour les 285 élèves scolarisés au collège de Upuru afin de permettre un bon suivi au niveau pédagogique. Alors, ils sortent les grands moyens. Donc ensuite, on fait un suivi sur leurs devoirs. Est-ce qu'ils ont avancé? Est-ce qu'ils ont déjà reçu leur livret? S'il y a des points de difficulté, on est là pour leur expliquer comme on peut par téléphone et aussi sinon par Facebook. Tourner dans les foyers est un point d'honneur pour la nouvelle chef d'établissement et son équipe, une action importante et plutôt appréciée. C'est un peu compliqué parce que mes parents ils sont partis loin dans leurs études, donc ils peuvent m'aider. Et là, ça fait plaisir d'avoir de la visite du collège. Oui, c'est important en fait. Je crois que c'est la première fois que je reçois le chef d'un établissement à la maison pour voir la continuité pédagogique de ma fille. Et oui. De notre côté, nous nous déplaçons dans les familles qui n'ont pas de connexion. Donc nous nous déplaçons à domicile, voir comment vont les familles, comment vont les enfants, s'ils arrivent à faire leur livret, ce qui n'est pas évident quand tu n'as pas de professeur à côté. Et donc nous avons un temps d'échange comme ça avec les enfants dans les différentes communes de Taha. Confinement oblige, pour le moment c'est l'école à la maison, les vacances arrivent et peut-être un retour en classe proche pour ces enfants de l'île Vanille. Voilà une proximité à développer. En bref, plus de peur que de mal pour 8 plaisanciers de passage à Huahine. Leur voilier s'est échoué hier vers 21h sur le récif. L'hélicoptère Dauphin de la marine et les pompiers de l'île ont dû intervenir de nuit. Le commissariat rappelle qu'en cette période de confinement, les navigations de plaisance sont interdites entre les îles de la Société. Un mot de culture pour clore ce journal. Confinement oblige, le musée de Tahiti se réinvente et maintient ses journées du patrimoine. Elles seront cette année sous format numérique. Ateliers culturels, visite de la salle d'exposition temporaire, documentaire, tout sera en ligne, voire même en direct pour certaines visites de l'exposition Tahiti Amai. C'est inédit, comme nous l'explique Myriama Bono, directrice du musée au micro de Marcel Bono. On va présenter à la fois les costumes, mais également une série de collections photos du musée Tahiti et des îles, la collection de chapeaux, des objets qui sont liés au Tuaro Maori, des tableaux. En tout, c'est une centaine de pièces qui sont exposées. Et donc, au travers du parcours, le public pourra découvrir comme s'il était dans le musée toutes ces collections. L'objet le plus ancien est le livre de tressage Vienno, de l'école Vienno, qui date de 1885. Et qui en fait est un livre que moi j'aime beaucoup et qui en fait montre des travaux d'élèves de l'époque, donc de l'école protestante qui avaient fait ces tresses. C'est un très beau document qu'on est vraiment très content de pouvoir présenter dans l'exposition. Voilà, et ça démarre lundi et ce jusqu'à samedi, voilà, qui referme cette édition. dont je vous rappelle l'information principale. Le variant Delta continue de tuer en Polynésie, encore 13 décès ce vendredi. Les personnels soignants restent sur le qui-vive à Tahiti et à Moorea, car la situation peut basculer à tout moment. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5 heures, vos infos radio. À suivre tout de suite après ce journal, votre série française OPJ. Belle nuit sur la première, on se quitte en images bien sûr. Surtout, prenez soin de vous et de vos proches. À demain. Te lumau, o we, o we, ipa, dori
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.